ancien colonel des troupes marines, et je rappelle votre dernier livre, Poutine, Lord of War, Retour des boyards, aux éditions Mareuil. Alors, à votre avis, nous on l'a senti, mais dites-moi votre avis. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont ces missiles à longue portée? Jusqu'où ils peuvent aller? Quelle est l'autorisation vraiment donnée? Et est-ce que, quelque part, ce n'est pas un jeu politique qui, en fait, se passe le dernier coup de Biden à Trump? Est-ce que ce n'est pas un jeu politique intérieur des États-Unis, ou les deux à la fois, mon colonel? Alors, vous venez de répondre à la question. Bien évidemment, l'élection de Trump il y a une quinzaine de jours est l'élément déterminant de tout ce qui va se passer sur le front ukrainien pendant les 2 mois qui arrivent. Parce qu'on voit bien ce qui va se passer à partir du 20 janvier, 21 janvier, 22 janvier, dès l'arrivée de Trump. Il va y avoir une mise en place d'une négociation, parce qu'elle a été annoncée officiellement, non seulement par Trump, mais par son environnement. Oui. Donc, ils vont lancer une espèce d'obligation, à discuter avec Zelensky. Donc, c'est ça le cœur du problème. Donc, les uns et les autres ont besoin de s'assurer une espèce de garantie dans le cadre de ces négociations. Pourquoi? Parce que Vance, le futur vice-président, a annoncé très clairement que l'objectif américain va être en fait d'avoir une stratégie en Ukraine qui va être extrêmement simple, avec 1, cristallisation du front, 2, création d'une zone tampon, et 3, neutralisation de l'Ukraine. Donc on lui interdira pendant un certain temps, je pense même un temps certain, d'entrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment où on va stabiliser ce front, je veux dire que c'est à partir de là qu'on va discuter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont intérêt à foncer et à gagner le maximum de terrain, en tout cas de conquête, je dirais, territoriale, et les Ukrainiens ont intérêt, eux, à jouer leur dernière carte, qui est une carte extrêmement importante, qu'en fait, la conquête qu'ils ont menée depuis cet été, de la région de Koursk, où ils occupent la zone depuis déjà un certain temps, pas une grande zone, 500 km², donc eux ont intérêt à tenir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une opération russe qui va se monter dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, avec beaucoup d'hommes, on parle de 50 000 hommes, plus des Coréens, donc il va y avoir une bataille. Et donc on voit bien que les uns et les autres ont besoin les Ukrainiens de se garantir, ne pas en perdre davantage, en tout cas de garder la région de Koursk pour négocier ça avec les Russes, et les Russes ont intérêt à avancer. Et donc les Américains, dans une espèce de raffermissement du pouvoir américain qui a encore 2 mois à tenir, pour exister, en tout cas pour ne pas abandonner définitivement l'Ukraine, qui pourrait être basculée, qui pourrait être bousculée, c'est la dernière carte de Biden, c'est qu'on met sur la table, si vous voulez, l'usage de missiles à longue portée. Je vais répondre à votre question. Oui. Ah, on vous entend plus. Oui, juste, colonel Père de Jong. Est-ce que, alors justement, sur le plan strictement militaire, est-ce que ces fusées à longue portée, donc Kiev, Zelensky a l'autorisation de les utiliser? On ne dit pas qu'il va les utiliser, mais est-ce qu'il a l'autorisation de l'utiliser? Surtout qu'on sait depuis ce matin que Emmanuel Macron, le président de la République, a été assez, prudent en disant c'est une option, mais ce n'était pas du tout l'autorisation. On ne sait pas ce que dit l'Angleterre. Est-ce que, mais concrètement, militairement, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il peut aujourd'hui, à l'heure où on parle, décider de lancer ces missiles à longue portée? Alors, évidemment, il pourrait, mais il les a jamais utilisés. Vous savez que la force de cet engin, qui s'appelle le HIMARS pour les roquettes qui tirent à 80 km, ou le ATACMS qui va tirer à 300 km. On voit bien que la différence est 200 km. Oui. Donc, l'usage de cette arme, si vous voulez, donne de l'allonge aux Ukrainiens et permettra à l'Ukraine de tirer sur des objectifs dits stratégiques. Un exemple, des aérodromes, des concentrations de blindés, des postes de commandement, des plots logistiques. Donc, des objectifs extrêmement importants. Deuxième avantage de cet engin, c'est qu'il se transporte, c'est un engin balistique de sol-sol. Donc il est transporté par un engin qui est soit à chenille, soit à roue. Contrairement au Scalp ou au Storm Shadow anglais et français, qui lui est tiré soit d'un bateau, soit d'un avion. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'attaque MS, c'est un engin qui est facilement utilisable. Et j'imagine qu'il y a des Américains sur place pour leur conseiller. Donc aujourd'hui, ils peuvent tirer. Donc les Américains vont aider les Ukrainiens, si tant est qu'ils le fassent, avec le choix des cibles, bien évidemment, et avec l'emploi, parce que c'est un engin qui est extrêmement précis, à une dizaine de mètres, à 300 km, mais surtout, c'est un engin qui est relativement cher. Donc si vous voulez, c'est un fusil à un coup quelque part. Donc ils vont avoir un exemple, le Scalp, on en a donné une 12aine. Donc on voit bien que c'est pas un engin, c'est pas un fusil à répétition. Ouais. Donc le choix des cibles est important. Mais c'est vrai que c'est un engin presque politique et qui va interroger les Russes, qui vont éviter les concentrations trop fortes, qui vont éviter de trop communiquer, qui vont reculer leurs aérodromes encore un peu plus. Donc on voit que ça met en place quelque chose. Encore une fois, ce que va faire Poutine, personne n'en sait rien.
Mais Poutine, en tout cas, juste un mot, Poutine a parlé, évidemment, ça fait partie du bras de fer, en disant, écoutez, s'ils attaquent des objectifs à l'intérieur de la Russie, nous n'hésiterons pas. Il a encore une fois brandi la menace nucléaire. C'est sûrement politique, mais enfin quand même, ce n'est pas rien. Alors c'est le vrai problème. Vous savez que les Russes, on considère que l'armement nucléaire tactique, tiré globalement entre 0 et 500 km, c'est une arme d'emploi, c'est une arme tactique. Donc effectivement, dans l'emploi de l'armée russe, on peut envisager la possibilité de tirer un missile tactique pour détruire des installations, pour détruire des constructions blindées. Donc ça, c'est pas impensable. Donc ça, on le sait. C'est la doctrine russe. Maintenant, ce que je pense, c'est que Poutine est obligé de répondre. Et je pense que l'effet de l'attaque MS est surtout un effet, je dirais, politique et psychologique. On verra dans un deuxième temps, on verra l'effet potentiel. On voit bien que, évidemment, c'est pas les 10 ou 15 ou 20 missiles qui vont tirer qui va changer la phase du conflit par la force des choses. Merci Père de Jong. C'est en tout cas, voilà, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce bruit-là. Vous avez très très bien résumé la situation. On verra s'il sera plutôt politique ou plutôt militaire, mais revenons à Washington. Revenons à ce que nous avons vu à Washington. Nous allons en parler justement avec Stéphane Bonichot, qui est avocat et qui est évidemment du bureau Briard et Bonichot, du cabinet Briard et Bonichot. Alors, juste un mot, on va en parler après une petite pause, mais vous, l'impression que vous avez eue de ces quelques jours à Washington, Stéphane Bonichot, du point de vue de ce qui se passe actuellement avec le coup de tonnerre, effectivement, des nominations de Trump et de l'élection de Trump? Bonjour André, bonjour Marie. Impression contrastée, parce que lorsqu'on arrive à Washington, l'ambiance est un peu morose. Washington a voté à 95% pour les démocrates. Donc, lorsqu'on croise des personnes dans la rue, évidemment, c'est plutôt la déception qui domine pour ces personnes. En ce qui me concerne, j'ai assisté à une convention de juristes et d'avocats et de juges américains à la Federalist Society, qui est donc une organisation qui regroupe des juristes d'obédience conservatrice et conservatrice. Ils sont combien? Alors, ils sont 75 000 adhérents. Avocats et juges, c'est ça? Avocats et juges, absolument, c'est ça la spécificité. C'est un forum de discussion entre voilà, tout le monde juridique, où des échanges de très haut niveau sont organisés. Plutôt à tendance plutôt conservatrice, conservateur. Oui, voilà, c'est la caractéristique, effectivement, c'est que c'est plutôt conservateur et libertarien. Maintenant, c'est des débats ouverts avec des juges démocrates, des avocats démocrates, effectivement, pour créer un débat contradictoire intéressant. Alors, Bonichot, vous étiez donc, moi aussi, j'ai assisté à certaines discussions, mais vous étiez notamment à la Federalist Society que vous avez expliqué, effectivement, que vous avez décrite là. Et qu'est-ce qu'on sentait effectivement, par rapport vraiment, alors de façon très claire, par rapport à cette élection qui venait d'avoir lieu, et les sentiments. Alors évidemment, on pourrait dire, ce sont des conservateurs, ils sont contents. Mais on a constaté que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Absolument. Nous avons été un peu surpris de voir que certaines personnes qui assistent à ces forums juridiques étaient très réservées sur... Mitch McConnell, notamment l'ancien porte-parole des Républicains au Sénat, et qui est aujourd'hui dénoncé comme traître par les Trumpistes. Absolument, absolument. Trump considère que le Sénat, sous son premier mandat, avait été un poison quasiment. Il avait beaucoup freiné ses réformes, et il y a une véritable défiance maintenant entre le parti républicain traditionnel et Trump et son entourage. Donc la question, c'est de savoir sur qui va-t-il s'appuyer à l'avenir pour constituer son administration, ses ministères. Là, on a vu que ces nominations, enfin les nominations qu'il envisage, qui doivent être confirmées par le Sénat, ce qui est encore... ce qui n'est pas joué. Oui, parce que vos auditeurs doivent savoir que tous les ministres doivent être confirmés par le Sénat.
Contrairement à la France. Voilà, exactement. Alors, certes, le Sénat est dominé par les républicains, mais ce sont des républicains... Oui, pas toujours qui ont rejoint Trump de gaieté de cœur. Voilà, ce sont des républicains qu'on peut appeler... Rhinos. Voilà. Ils l'appellent en américain Republicans in name only, c'est un républicain que de nom. Parce que les Trumpistes estiment qu'on a transformé le parti républicain. Exactement. Donc, voilà. Des républicains un peu traditionnels. Voilà. Donc, à Washington, c'est une certaine réserve. On attend de voir ce qui va se passer. Il y a eu une douche froide pour les juristes d'obédience conservatrice avec la nomination de Matt Gaetz, qui laisse penser, puisqu'il serait nommé ministre de la Justice s'il est confirmé par le Sénat. Mais alors certes, il était à la Chambre des représentants, c'est un élu de Floride. Mais pour autant, il n'est pas du tout issu du sérail juridique et il est assez connu pour ses problèmes, ses outrances, et puis il a eu un certain nombre de poursuites. Voilà. Enfin, assez mineur par rapport à d'autres, mais disons qu'il en a eu, oui. Ouais, voilà. Mais donc ça, vous avez senti une inquiétude, quoi, une vraie inquiétude. J'étais surpris de voir qu'effectivement, c'était pas nécessairement la joie et l'enthousiasme qui prédominaient. C'est plus une certaine réserve, voilà, une certaine réserve. Et parmi les gens que je fréquente à Washington et qui sont ouvertement républicains, certains n'ont pas voté pour Trump. Oui. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs une représentante. Effectivement, nous avons vu une représentante du Texas et l'une de ses adjointes disait écoutez, considérez que 50% des gens qui sont ici n'ont pas voté pour Trump, mais bon, ils font comme si maintenant, puisque Trump a gagné. Exactement. Oui. Alors ils espèrent quand même. Pour ce qui concerne les républicains, ils espèrent quand même récupérer des postes. Oui, parce que c'est le gouvernement qui nomme les juges, qui nomme les juges fédéraux aussi. Il faut expliquer. Alors exactement, ça, dans le système américain, c'est très important, le système de la justice, alors, évidemment comme dans tous les pays, mais dans un système fédéral, une nation aussi importante que les États-Unis, avoir la nomination des juges est particulièrement déterminante pour la... Voilà. Tout à fait, et surtout que les juges sont nommés à vie. Ils sont nommés à vie et c'est tout à fait intéressant. Juste, Stéphane Bonichot, ça fait 15 ans que vous allez très régulièrement à Washington pour assister notamment à ce... est-ce que franchement, si vous faites il nous faudrait des heures, mais entre comparaison justice américaine, justice française, organisation, je ne dis pas exécution, vous pensez que la justice américaine c'est intéressant, c'est-à-dire disons que ça garantit l'indépendance de la justice plus qu'en France ou pas, à votre avis? Alors, je pense que les magistrats sont tout à fait indépendants, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais les carrières sont très différentes. C'est sans doute l'une des caractéristiques, l'une des différences principales. Aux États-Unis, vous avez régulièrement des avocats qui deviennent juges, des personnes qui sont dans l'administration qui peuvent devenir juges, qui sont nommés, des professeurs de droit qui vont ensuite à la Cour suprême des États-Unis, alors qu'en France, les magistrats, ce sont la plupart du temps des magistrats de carrière. On rentre à l'école de la magistrature ou dans le système. On peut pas changer de métier comme ça. C'est possible, mais c'est beaucoup moins courant qu'aux États-Unis, où c'est véritablement la carrière, c'est souvent d'être assistant d'un juge, ensuite d'être avocat, en parallèle d'enseigner le droit, et puis ensuite on est nommé juge dans le circuit fédéral, et puis si les choses se passent bien, on peut aller jusqu'à la Cour suprême. Et effectivement, ce sont des nominations à vie. Et c'est important pour chaque président. C'est des nominations qui sont faites par le président des États-Unis lui-même, confirmées par le Sénat, comme toujours pour les postes importants. Et ça permet de structurer le pays. Voilà. Alors les juges restent tout à fait indépendants. Il peut y avoir des nominations par un président républicain et pour autant des décisions qui ne seront pas prises en fonction de... Absolument. Non, mais je crois que la garantie de l'indépendance, et qui est très important, peut-être par rapport même à la France, c'est qu'ils sont à vie, ils sont indégommables.
Exactement. C'est ça. Donc même s'ils ont été nommés par X ou Y, ils ne dépendent plus de lui à partir du moment où ils sont là. Ils sont tout à fait indépendants. Ce qui vous l'avouerez, n'est pas totalement le cas en France, cher Stéphane Bonichot. Je veux croire que tous les magistrats sont tout à fait indépendants et intègres, en tout cas tous ceux que je connais. C'est bien. Vous avez raison. En tout cas, il faut croire dans la vie. Les États-Unis ont récemment autorisé à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée pour cibler des objectifs en Russie. Une décision qui marque un tournant dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cette autorisation répond à l'Ukraine de renforcer ses capacités militaires face à une guerre qui dure depuis février 2022. Ces missiles comme les ATMCMC peuvent frapper des cibles situées à plusieurs centaines de kilomètres qui offrent à l'Ukraine un avantage stratégique important. Jusqu'à présent, les États-Unis avaient hésité à fournir ce type d'armement de peur d'aggraver les tensions avec la Russie ou de risquer une escalade vers un conflit direct entre Moscou et l'OTAN. Mais la situation sur le terrain a poussé Washington à revoir sa position. Les forces ukrainiennes cherchent à contrer l'avancée russe et à détruire des infrastructures stratégiques comme les dépôts de munitions, les bases militaires, les lignes de ravitaillement situées bien au-delà des zones de combat habituelles. Ces frappes pourraient désorganiser les opérations russes et donner à l'Ukraine une chance de reprendre l'initiative. De leur côté, les Russes ont vivement réagi en accusant les États-Unis de franchir une ligne rouge et en menaçant de conséquences graves. Le Kremlin considère cette décision comme une implication directe des États-Unis dans le conflit, bien que Washington insiste sur le fait qu'il s'agit d'un soutien défensif à un allié en danger. Cette évolution pose de nombreux problèmes et questions juridiques et géopolitiques d'un point de vue légal. Certains experts comme Stéphane Bonichot, avocat au barreau de Paris, soulignant que l'Ukraine agit dans le cadre de son droit à la légitime défense reconnue par le droit international. Cependant, cela brouille les frontières entre défense et attaque, notamment lorsque des cibles se trouvent sur des territoires russes. Pi Jong, spécialiste de stratégie militaire, ajoute que cette décision des États-Unis reflète une volonté d'envoyer un message clair à Moscou. L'Occident est prêt à soutenir l'Ukraine sur le long terme, même